Pourquoi vous devez absolument détenir du Bitcoin en fin 2024, début 2025? Attention, c'est absolument pas un conseil en investissement, mais on va voir pourquoi c'est vraiment révolutionnaire et pourquoi une petite partie de votre patrimoine ou une plus grosse partie en fonction des convictions que vous allez avoir peut être représentée par le Bitcoin. Et encore une fois, même si on investit uniquement dans le marché des crypto-monnaies, il faut, selon moi, avoir une partie de son patrimoine en Bitcoin parce que ça a énormément d'avantages. Tous les arguments que je vais vous donner sont tirés du livre L'étincelle Bitcoin, donc de Crypto John Black, qui a écrit un très bon bouquin qui est dispo sur Amazon et vous pouvez aller voir sur sa chaîne YouTube, il en parle régulièrement et c'est un Bitcoin maximaliste. Mais alors, sans aller jusque dans le maximalisme, c'est-à-dire détenir que du Bitcoin, selon moi, c'est intéressant de voir un petit peu pourquoi on peut s'intéresser de plus en plus en 2025 à Bitcoin. Première chose, c'est un réseau qui est décentralisé, c'est-à-dire tu n'as pas un organisme de confiance. Déjà, on ne sait pas qui est le créateur de Bitcoin et tu n'as pas un organisme de confiance. Enfin, comme une banque, en fait, tu dois faire confiance à ta banque pour envoyer de l'argent. Et là, c'est complètement décentralisé. C'est un système qui est open source, c'est-à-dire que le code est accessible à tout le monde. Et donc, ça, c'est très intéressant pour voir un petit peu si, pour que les développeurs puissent voir quand même comment le Bitcoin fonctionne. C'est un système qui est pair à pair, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'échanger de la valeur tout simplement sans passer par un tiers de confiance. C'est là qu'on rejoint la décentralisation. Je peux t'envoyer de l'argent directement via la blockchain. Sur le Bitcoin, je peux t'envoyer sans que ça passe par quelqu'un d'autre. Alors que si je veux t'envoyer des euros, il faut qu'en fait je demande l'autorisation à ma banque qui va envoyer vers ta banque et ensuite tu vas pouvoir retirer ces euros ou les utiliser. Là, c'est complètement décentralisé de pair à pair. A peer-to-peer electronic cash system, c'est la première phrase dans le white paper de Bitcoin. C'est un système qui est ouvert à tous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdit bancaire, il n'y a personne qui peut être interdit d'investir dans le Bitcoin. Tout le monde peut détenir une part de Bitcoin. Et encore une fois, on le verra un peu plus tard, on n'est pas obligé de détenir un Bitcoin entier. Actuellement, à l'heure où je tourne la vidéo, on est sur les plus hauts historiques qu'a jamais connu le Bitcoin, on est à près de 100 000 $. Tu n'es pas obligé de détenir un Bitcoin entier. Il faut savoir qu'un Bitcoin, c'est divisé en 100 millions de Satoshi. Si je ne dis pas de bêtises, 100 millions de Satoshi, donc c'est 8 décimales après la virgule, je crois, un truc comme ça. Et donc, tu peux détenir quelques euros, même quelques centimes, des fractions de Bitcoin. Et ensuite, c'est un système qui est toujours actif, c'est-à-dire, c'est pas comme les marchés traditionnels qui sont ouverts de 9h à 17h30 par exemple, c'est 24 heures sur 24, 365 jours par an, et il n'y a aucune pause dans le fonctionnement du Bitcoin. Et ça, c'est très intéressant, ce qui fait aussi que ça peut être volatile en pleine nuit, etc., qu'il peut y avoir des chutes, mais ça, c'est quand même un système qui est ouvert toute l'année, toute la journée, à n'importe quelle heure de la semaine, aux quatre coins de la planète. Donc, c'est méga intéressant. Ensuite, c'est un système qui fonctionne en parallèle du système bancaire traditionnel, c'est-à-dire qu'il est décorrélé du système bancaire traditionnel. Si jamais tu as un crash, par exemple, de la Caisse d'épargne, de la Société Générale, enfin, s'il se passe quelque chose dans la finance traditionnelle, le Bitcoin pourrait ne pas être impacté sur le long terme. Alors là, évidemment, ça reste un actif, ça reste volatile, et donc forcément, quand on a par exemple une chute du S&P 500, le Bitcoin a tendance pour l'instant à être encore un petit peu corrélé, mais en attendant, techniquement, c'est complètement un fonctionnement qui est différent du système traditionnel. C'est un système qui est indestructible, c'est-à-dire que même les États ne peuvent pas avoir d'impact dessus. La seule manière d'avoir un impact, c'est de prendre 51% de la puissance de calcul, ce qui aujourd'hui est extrêmement compliqué. Ça voudrait dire investir des millions, des milliards de dollars pour prendre le contrôle de quelque chose qui finalement n'aurait plus trop de valeur puisque ne serait plus décentralisé. Donc, quasiment aucun impact dessus. Et enfin, on peut pas avoir d'impact dessus. Et ensuite, c'est pas parce que tu détiens une grande quantité de Bitcoin que tu vas avoir, on le verra après, que tu vas avoir une influence sur le réseau. Donc ça, c'est très important, c'est indestructible. Les gouvernements ne peuvent pas concrètement censurer le Bitcoin. Après, ils peuvent censurer les plateformes d'échange, ils peuvent censurer plein de choses, ils peuvent taxer très lourdement, etc. Mais ça reste quelque chose d'indépendant que les gouvernements ne peuvent pas contrôler. Ça ne nécessite pas de tiers de confiance, comme on l'a dit, et c'est entièrement neutre. C'est-à-dire que peu importe tes origines, peu importe ta situation bancaire, peu importe ton âge, peu importe tes revenus, etc., tout le monde peut accéder à Bitcoin. Voilà. Et ça, c'est très important parce qu'on ne se rend peut-être pas compte en France et en Europe et dans les pays développés qu'en fait, il y a énormément de personnes qui sont non bancarisées sur cette planète. Il y a énormément de personnes qui sont interdites bancaires. Il y a énormément de personnes qui n'ont pas accès en fait, à l'investissement, etc. Et le Bitcoin, c'est peut-être la solution à tous ces problèmes. Ensuite, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ceux qui possèdent le plus de Bitcoin n'ont aucun pouvoir supplémentaire. Contrairement à d'autres crypto-monnaies où parfois, en fait, plus tu détiens de la crypto-monnaie, plus tu vas avoir une influence peut-être sur le réseau. Tout comme dans la finance traditionnelle, plus tu es actionnaire d'une entreprise, plus tu vas avoir le droit de vote, etc.
Là, ça n'a aucun impact si tu détiens plus de Bitcoin. Alors évidemment, en termes de prix, en termes de volatilité, par exemple, si on a quelqu'un comme Michael Saylor qui est en train d'accumuler de plus en plus de Bitcoin avec l'entreprise MicroStrategy, si jamais il décide de tout vendre du jour au lendemain, évidemment, ça a un impact en termes de prix. Ça va faire chuter le prix violemment. Mais encore une fois, les fondamentaux ne bougeront pas. Ensuite, les transactions, elles sont immuables, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être annulées. Je ne peux pas te faire un virement et ensuite te dire je retire ce que j'ai fait et on annule le virement, chose qui est possible dans la finance traditionnelle. Là, c'est une fois que j'ai envoyé des cryptos, enfin du Bitcoin, pardon, sur une autre adresse, ça ne peut pas revenir en arrière, sauf si le propriétaire de l'autre adresse décide de renvoyer, etc. Mais sinon, c'est quelque chose qui est complètement décentralisé. C'est sécurisé contre la fraude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux Bitcoin. On peut avoir, par exemple, sur les monnaies traditionnelles, des faux billets. On peut avoir beaucoup de fraude autour de la finance traditionnelle. Là, le Bitcoin, c'est 21 millions de Bitcoin. C'est ce qu'on va avoir juste après. Et si tu détiens des Bitcoins, c'est obligatoirement des vrais. Après, attention, il y a les mêmes coins qui se créent avec l'appellation Bitcoin, etc. Mais encore une fois, ça n'est pas le Bitcoin. Et donc, c'est pas réellement de la fraude, en fait. C'est une copie. Enfin, voilà. Mais globalement, ça existe assez peu. Et ça reste, les règles elles sont gravées dans le marbre, c'est-à-dire que lorsque le Bitcoin a été créé, Satoshi Nakamoto, donc qui est le créateur anonyme du Bitcoin, on ne sait pas si c'est une personne, on ne sait pas si c'est un groupe de personnes, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il s'est débarrassé des 1 million de Bitcoin, s'il les a toujours, etc. Parce que oui, il détient 1 million de Bitcoin, il y a un wallet qui n'a pas bougé depuis la création de Bitcoin, parce qu'au début ça valait que dalle, et c'est lui qui a miné les premiers Bitcoins. Mais dans le code, c'est prévu qu'il n'y en ait pas plus que 21 millions. Actuellement, on est à près de 20 millions, en 19 millions et quelques qui sont minés. Les derniers seront minés en 2140 parce que tous les 4 ans, il y a ce qu'on appelle le halving et les récompenses des mineurs sont divisées par 2, donc ça met de plus en plus de temps à être miné. Mais là, c'est très important, on n'a pas d'inflation en fait sur Bitcoin, du moins l'inflation est connue. Contrairement aux monnaies fiduciaires où on peut faire tourner la planche à billets et imprimer de plus en plus d'euros ou de dollars, là 21 millions et donc forcément mécanisme de rareté, offre et la demande, si de plus en plus de personnes veulent détenir du Bitcoin, le prix augmentera sur le long terme. Ensuite, on peut créer autant de coffres-forts que nous le voulons sans limite maximale. Les comptes bancaires, tu vas pas en créer 200 000, alors que tu peux créer une adresse Bitcoin, tu peux créer une autre adresse Bitcoin, tu peux encore créer une autre adresse Bitcoin, te faire circuler des cryptos, etc. Tu n'es pas forcément limité. Personne ne peut trouver la clé privée. La clé privée, en fait, c'est la clé qui va te permettre, le mot de passe, en gros, qui va te permettre d'accéder à tes fonds qui sont sur la blockchain. Et on parle souvent de stocker ces fonds sur un hardware wallet, par exemple une clé Ledger, un Trésor, une carte d'Angem, etc. Et en fait, les fonds ne sont pas forcément stockés, ne sont pas du tout stockés dans cette petite clé USB, par exemple, ou ce portefeuille physique. Mais c'est ça qui va te permettre d'accéder à tes fonds sur la blockchain. Et la clé privée, généralement, c'est une phrase de 12 à 24 mots. Et statistiquement, c'est quasiment impossible de trouver les clés privées de tes wallets, tout simplement. Après, ça posera peut-être quelques questions lorsqu'il y aura une démocratisation de l'ordinateur quantique. Mais pour l'instant, quasiment impossible de trouver les clés privées. Donc, quand tu détiens tes bitcoins de façon décentralisée, tu es pleinement propriétaire de tes crypto-monnaies. Ensuite, les transactions, donc, comme on l'a évoqué, elles sont définitives, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, attention, ça fait qu'en conséquence, il y a forcément des risques. Donc, si jamais tu te trompes d'adresse, tu ne peux pas appeler ta banque, leur dire annuler le virement, renvoyez-moi les fonds, etc. Non, il n'y a pas de service client sur le Bitcoin. Les coffres-forts ne sont pas liés à une localisation géographique, c'est-à-dire que tu peux aller à l'autre bout de la planète et quand même pouvoir utiliser tes bitcoins, envoyer tes bitcoins, les dépenser, etc. C'est pas lié à une localisation géographique, contrairement aux banques où finalement, quand tu as des euros, tu peux pas forcément les dépenser dans un autre pays ou alors tu vas te prendre des frais de fou. Les banques, enfin, c'est pas aussi international que le bitcoin en tout cas. Et les transactions sont payantes, évidemment. Dès que tu vas envoyer des cryptos d'une adresse à une autre, tu vas payer des frais de transaction. Mais que tu envoies 10 dollars ou que tu envoies 10 millions de dollars, en fait, tu vas pouvoir le faire sous la même forme avec une seule transaction et avec des frais qui sont quand même relativement réduits. Alors que si tu envoyais 10 millions de dollars via ta banque traditionnelle par virement, etc., ça nécessiterait des vérifications de fou, des frais de fou, etc. Par contre, le stockage, lui, il est gratuit. Tu n'as pas de frais de garde sur ton wallet. Non, tu détiens tes cryptos et tu peux les détenir sur le long terme et n'avoir aucun problème. Ensuite, on va parler très rapidement d'une monnaie. Pour qu'une monnaie puisse durer dans le temps, il faut qu'elle soit rare, il faut qu'elle soit durable, il faut qu'elle puisse être vérifiable, il faut qu'elle soit transportable et il faut qu'elle soit divisible. Et par exemple, l'or,
c'est une réserve de valeur, mais c'est difficilement transportable. Par exemple, si je veux aller payer à l'autre bout de la planète, déplacer des tonnes d'or, c'est compliqué. Difficilement divisible aussi, même si on peut faire des pièces d'or, des toutes petites portions d'or, etc. Voilà, contrairement au Bitcoin qui est rare, puisqu'on n'en a pas plus que 21 millions. Les euros, c'est pas rare, hein, on peut en émettre à l'infini. Les dollars, c'est la même chose. C'est durable, c'est prévu dans le code en fait que il y a des mineurs qui fonctionnent en permanence et qui permettent de sécuriser le réseau. C'est vérifiable, on peut vérifier toutes les transactions qu'il y a sur la blockchain. C'est justement, la blockchain en gros c'est un grand livre de compte où on va voir que toi tu as envoyé des cryptos à un tel, lui il a envoyé des cryptos à un tel, etc. etc. C'est transportable, donc comme c'est numérique, c'est 100% transportable et c'est divisible, comme on l'a évoqué, 100 millions de Satoshi pour un Bitcoin, ce qui fait qu'on a beaucoup de chiffres après la virgule et qu'on peut avoir donc des petites proportions de Bitcoin. Ensuite, c'est un système de paiement qui est ouvert, qui est interopérable et qui est souverain, c'est-à-dire que personne ne va pouvoir avoir une influence sur tes transactions. Et on va finir comme quoi avec un argument comme quoi ça peut être une solution vraiment à se sortir d'une débancarisation. Enfin, on peut se débancariser, mais surtout, ça peut être aussi une solution pour les personnes qui ne sont pas du tout bancarisées. Parce que, en fait, il y a certains endroits où il manque clairement d'infrastructures. Il y a des pays très peu développés où il y a très peu de banques. Il y a difficilement l'accès au crédit, il y a difficilement l'accès à l'épargne, etc. Et ça peut être un moyen de sortir de la pauvreté, hein, d'accumuler des petites fractions de Bitcoin avec le mécanisme d'offre et de demande. Si ça commence à augmenter, ça peut permettre de gagner de la valeur tout simplement, et surtout on se protège contre l'inflation parce qu'il y a des pays où le niveau d'inflation est monstrueux, c'est des inflations à 2 chiffres chaque mois, donc c'est très conséquent. Voilà. On va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Encore une fois, tous ces arguments, c'est des arguments qui sont connus sur le Bitcoin, mais là j'ai un peu tiré ça de ce bouquin. Vous avez tout ce qu'il vous faut en description pour justement pouvoir investir dans le Bitcoin, c'est-à-dire qu'il va falloir commencer par passer quand même par une plateforme d'échange centralisée si jamais vous débutez l'investissement. Par exemple, passer sur Swissborg, passer sur Binance, tout ça ce sont des plateformes qui te permettent d'acheter directement du Bitcoin. Après, tu pourras te décentraliser, envoyer tes Bitcoins vers la clé Ledger par exemple. Tout ça, je vous ai mis des codes, par exemple sur Swissborg, tu as un code pour avoir jusqu'à 100 €, sur Binance, tu peux réduire les frais. Sur Ledger, si tu passes par le code aussi, tu peux avoir 10 € en Bitcoin crédité à l'achat de ta Ledger, etc. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut en description. N'hésitez pas à me donner d'autres arguments si vous en avez concernant l'importance de détenir des bitcoins en 2025. Et sinon, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait très plaisir. Et on se dit à bientôt. Ciao!